Au sommaire de Méditerranéo, le désenchantement au Kosovo 10 ans après l'indépendance. C'est tout particulièrement vrai pour les jeunes de ce jeune pays. Nous sommes allés à leur rencontre. Plus enjouée, la jeunesse du royaume marocain a profité du grand blanc de cet hiver 2018 dans les neiges de l'Atlas, jour de ski des paysans. Hiver comme été, la Côte d'Azur reste la destination préférée des Anglais. En un siècle, ils ont légué à Nice bien plus qu'une promenade. Enfin, la Vierge de Ceuta protège les Espagnols de cette enclave du nord du Maroc. Tradition et histoire à revoir dans notre séquence mémoire. Bienvenue dans Méditerranée. Anniversaire amer au Kosovo, 10 ans après l'accession du pays à l'indépendance. Politiquement, ses relations avec le voisin serbe ne sont pas apaisées. Quant à l'économie, elle reste à la peine. Pour cette jeune nation, dans tous les sens du terme, 65% de la population a moins de 30 ans, l'heure est à la désillusion et à l'inquiétude pour l'avenir. Il flotte comme un air de fête à Pristina. Drapeaux, musique et sourires, le Kosovo célèbre les 10 ans de son indépendance. De quoi rendre Midjen Fazliou, 28 ans, un brin nostalgique. Il y a 10 ans, j'étais tellement heureux. J'ai pris ma caméra et je suis allé filmer des vidéos. Tout le monde dansait. On était tous joyeux. C'était il y a 10 ans et c'était noir de monde ici. Et vous avez le cœur à la fête, là ? On ne doit pas oublier l'histoire. Mais c'est dur d'avoir le cœur à la fête à cause de la situation économique. On s'attendait à mieux que cela. On est déçus. Quand le Kosovo s'émancipe de la Serbie, Midjen a 18 ans et des rêves plein la tête pour son tout jeune pays. Il opte alors pour des études de sciences politiques. 10 ans après, quand il déambule dans les rues de la capitale, il ressent un sentiment de gâchis, symbolisé par le Parlement. C'était plus qu'un rêve, c'était presque un devoir pour moi. Je me voyais siéger au Parlement plus tard. Le faire tourner comme une vraie institution, discuter des problèmes du pays et adopter des lois. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se passent ici. Notre pays est touché par la corruption et le népotisme. Si vous voulez travailler dans la fonction publique, il faut vraiment avoir des relations haut placées. Malgré ses diplômes, Midjen connaîtra de longues années de chômage et quelques petits boulots. Désœuvré, il consigne son amertume dans de longs articles publiés sur la toile. Népotisme, corruption, irresponsabilité, les hommes politiques de son pays en prennent pour leur grade. Là, c'est un post sur les fausses promesses concernant la libéralisation des visas. J'ai aussi écrit à propos des pourparlers entre le Kosovo et la Serbie. La plupart du temps, j'écris sur l'injustice sociale au Kosovo et l'échec de l'état de droit ici. Je ne gagnais rien en écrivant ces articles, mais je le faisais parce que j'étais au chômage et que je me sentais frustré. L'écriture servait de défouloir. Mais depuis 6 mois pourtant, il y a comme une once d'espoir pour le jeune homme. J'ai besoin que vous m'envoyiez les documents pour pouvoir les traiter. À distance, il travaille désormais pour une société informatique basée aux États-Unis. Décalage horaire oblige, ses journées commencent en fin d'après-midi et se terminent tard la nuit. Une vie entre deux continents qui lui apporte pourtant un certain équilibre. Quand j'étais au chômage, je suis passé par différentes phases. J'ai fait une dépression. J'ai connu des moments de crise existentielle. Les choses ont changé depuis que j'ai trouvé ce travail. Je me sens plus stable. Je réfléchis même à fonder une famille. En attendant, Midjen vit en colocation avec un de ses amis. Salut, comment ça va ?
On a fait le choix de vivre ensemble parce que ça nous revient moins cher. Aucun de nous n'a les moyens de payer un loyer à lui seul. Si j'avais le choix, je vivrais plutôt seul ou avec ma petite amie. Pour la vie de couple, il faudra attendre encore un peu. Midjen gagne 600 € par mois, près de 2 fois le salaire moyen, mais son contrat se termine dans 6 mois. Son colocataire Ibrahim est bien placé pour comprendre son sentiment d'insécurité. Je saurai demain si je suis prolongé d'1 an ou 6 mois. C'est demain? Ouais, demain matin. Bonne chance. Pourquoi bonne chance? Ah, on ne sait jamais, hein. C'est le Kosovo. Encore une fois, le sentiment de grand gâchis prévaut. On a la population la plus jeune d'Europe. C'est une jeunesse qui a fait des études, une jeunesse polyglotte. Les jeunes au Kosovo parlent anglais, allemand ou encore français, turc ou serbe. Il y a beaucoup de potentiel, mais personne pour le faire fructifier. Nos politiciens ont échoué. Ils n'ont pas de vision pour le pays. Le Kosovo semble avoir du mal à offrir un avenir à sa jeunesse qui représente près des 2/3 de la population. Pendant 10 ans, les gouvernements successifs ont pourtant reçu des milliards d'euros d'aides européennes. De quoi rendre amer ce sociologue. Cet argent qui est reçu n'est pas investi. Il ne va pas dans l'économie du pays ou ce genre de secteur. La majorité de cet argent est versée aux technocrates. Recevoir des fonds européens n'est pas quelque chose de satisfaisant en soi. Si ces fonds étaient alloués pour le soutien de l'économie du pays, ce serait beaucoup mieux. Une situation qui a de quoi angoisser certains étudiants, de quoi leur ôter jusqu'à leur rêve de jeunesse. Dit Elsa Veliki à 22 ans. Dans quelques jours, elle sera diplômée en architecture et pourtant, elle a du mal à savourer cette réussite. Un succès au goût amer, selon elle. Je suis très contente à l'idée d'être diplômée. Mais je ne peux pas vraiment en dire autant pour la suite. Pour être honnête avec vous, je n'ai aucune idée de ce qui m'attend après le diplôme. Je vais probablement devoir me faire à l'idée qu'il faudra que je fasse un autre travail en attendant de trouver un emploi en tant qu'architecte. Dit Elsa, commence à réfléchir à une éventualité de départ à l'étranger. L'Allemagne ou peut-être même le Chili. Elle ne s'interdit rien, mais le fait à contre-cœur. Certains ont l'impression de ne pas avoir le choix et qu'ils doivent partir, quitter le Kosovo. Mais personnellement, je ne pense pas que ce soit la bonne option. On est majoritaire dans ce pays, nous les jeunes. Si on se met à le quitter en masse, qui va bâtir le Kosovo? Qui à part nous? Des interrogations et une colère qui semble s'étendre. 10 ans après son indépendance, la jeunesse du Kosovo se sent condamnée. En ces temps de commémoration, cette inscription sur un mur de Pristina prend soudain des airs d'avertissement. La résistance ne cesse de grandir. Dans le Haut-Atlas, à 1 heure de route de Marrakech, la saison du blanc dure 2 mois, de février à mars. Dépaysement garanti pour les Marocains qui montent, généralement pour une journée, dans l'une des 2 stations de ski du royaume, à plus de 2500 mètres d'altitude. Outre les commerçants locaux, la neige abondante en cet hiver fait le bonheur des débutants comme des amateurs de hors-piste. Ils rentreront chez eux des souvenirs plein la tête. Certains avec quelques bosses ou des hématomes, d'autres encore avec de belles frayeurs, mais toujours avec le sourire. Le front de neige d'Oukaïmeden prend des airs de musée du ski. Le matériel proposé à la location a parfois 20 ou 30 ans d'âge. Première fois. Oui, c'est la première fois.
vous sentez? Très bien. Mais pour les premiers pas sur la neige, c'est largement suffisant. Les samedis et dimanches, dès le lever du jour, des dizaines de bus arrivent. Ici, un groupe de lycéens de la région de Marrakech avec leurs professeurs. Aujourd'hui, nous, on a décidé de faire ce voyage, à visiter les montagnes de l'Oukaïmeden pour faire du ski, pour jouer, pour sortir de la routine du travail, de l'école, etc. Et voilà, aujourd'hui, avec nos élèves, pour se promener un petit peu et passer une belle journée, Inch'Allah. Journée festive pour certains, studieuse pour d'autres. À 17 ans, Nada prend sa première leçon de ski. Très bien, j'apprends. Ouais, c'est difficile? Pas vraiment. Ça demande de l'intelligence. Ça me fait très plaisir de voir sa fille enchantée de skier comme ça. À quelques centaines de mètres du cœur de la station, un télésiège propulse les skieurs aguerris vers les cimes. Nous sommes à 3200 mètres d'altitude au sommet de l'Oukaïmeden. Et là, nous avons une vue intégrale sur la chaîne du Haut-Atlas, avec derrière nous le Toubkal et puis les grands sommets tels que l'Ouanoukrim qui sont à plus de 4000 mètres d'altitude. La sérénité, le plaisir de se retrouver en montagne au Maroc. Hassan, moniteur de ski, rejoint Chantal, la responsable du club alpin français de Casablanca. Hassan est en train de suivre une formation de guide pour élargir son champ d'activité dans cette région qui vit surtout du tourisme. Chaque 3 ans à peu près, il faut avoir une information. Il y a les guides, il y a les gens qui travaillent multiers, il y a les gens qui travaillent dans des refuges, il y a les gens qui ont des gîtes. Donc la plupart des gens, c'est le tourisme. Donc à peu près 60%, le reste c'est un peu d'agriculture. Voilà, tu tournes quand tu veux, voilà, c'est parfait. Les pistes desservies par le télésiège sont exigeantes. Pentues, non damées et du coup beaucoup moins fréquentées que le front de neige. C'est ici que se retrouve le petit monde des experts et des connaisseurs. Phénoménal. Il y a plus de 2 mètres de neige, poudreuse, dure, pas congelée comme les années d'avant, mais c'est top. Quand on peut, chaque année. De Rabat, Casa, ça fait 5-6 heures de route. Rachid Chib connaît ses pentes sur le bout des spatules. C'est en skiant qu'il gagne sa vie pendant l'hiver. Il est l'un des 60 moniteurs diplômés d'Oukaïmeden. Il y a des moniteurs traditionnels qui savent bien skier et qui enseignent bien. Et il y en a d'autres qui sont moniteurs assistants. Ce ne sont pas exactement des moniteurs. Il y en a qui travaillent à la station en bas et d'autres, peu nombreux, qui montent ici au sommet, les professionnels. Ce sont eux qui montent au sommet. Ce jour-là, depuis le sommet avec Hassan, leur moniteur, les enfants du club alpin français démarrent leur semaine de stage. On essaye de reprendre un peu nos habitudes, voilà. C'est un peu difficile, mais ça va, ça revient de peu à peu. Ouais, la neige est bonne? Ouais, elle est super bonne, franchement, c'est pratiquement la meilleure que j'ai eue depuis que je fais ce stage. On attaque tout de suite après une rouge, une noire. Donc vous avez vu le dénivelé. Et puis là, toute la semaine, ils vont s'entraîner à la fois sur la piste, et à la fois les moniteurs, ils vont les amener un peu plus en poudreuse pour découvrir les joies. Et la technique aussi de la poudreuse. À la fin du stage, on va faire une compétition. Il faut vraiment faire des virages courts en carvine. Dès que je fais le virage, je pense à le deuxième, parce que les portes qu'on fait dans la compétition, c'est des portes qui sont plus près de l'autre, d'accord? Cette année, les skieurs marocains bénéficient d'un enneigement exceptionnel. Pas besoin de traverser le détroit de Gibraltar pour se rendre dans la station andalouse de Sierra Nevada. La compétition aura lieu à domicile. Car à Oukaïmeden, le club alpin français de Casablanca est vraiment à la maison. Installé ici depuis les années 1930. Soit elle sauve la personne. On va la ressusciter. Allez, tout le monde s'endort dans le village de Oukaïmeden. Depuis plus de 10 ans, une cinquantaine d'enfants participent à un stage de ski d'une semaine, accompagnés parfois de leurs parents. Nous, on ne skie pas. Nous, on va aller faire des randonnées peut-être, profiter un peu de la nature, des marches, un peu de randonnée. Et on attend des amis qui viennent de France, spécialement pour
ramener leurs enfants aussi pour faire ce stage de ski. J'aime tout ce qui est montagne, ce qui fait, dès que j'ai un peu de temps pour décompresser du travail, donc je sors un peu en montagne, ça me rafraîchit les idées pour retourner à Casablanca en bonne forme. Maël, tu as qui ski ? La moitié des membres du club sont marocains. L'objectif du club alpin français est de faire découvrir les joies de la montagne au plus grand nombre, dans une période où de plus en plus de pratiquants découvrent le ski. C'est vraiment une élite qui venait skier. Maintenant, par contre, ça se démocratise depuis 5 années. De plus en plus, si vous venez le week-end, samedi, dimanche, vous allez avoir de plus en plus de monde qui pratique au moins la luge et qui viennent marcher dans la neige. Voilà. Et puis petit à petit, ils passeront au ski aussi. Le week-end, les visiteurs sont très nombreux. Marrakech, 1 million d'habitants, se situe à 80 km d'ici. Alors, les rues d'Oukaïmeden se transforment en un gigantesque marché où il devient très difficile de circuler. Les habitants des villages voisins viennent, le plus souvent à pied, vendre des produits locaux ou proposer des luges et du matériel de ski à la location. Dans son magasin de sport, El Houssine Amanoud souffre de cette concurrence. Selon lui, la station est sur le déclin et la surfréquentation ferait fuir les vrais skieurs. La station ne veut pas accueillir autant de monde, donc il faut réguler, quoi. Une fois que la station arrive à un nombre maximum de voitures, il faut bloquer donc en bas, quoi. Et puis surtout faire tourner développer les remontées mécaniques, rajouter des pistes, faire des pistes pour les luges. Plusieurs hôtels et boutiques de sport ont mis la clé sous la porte ces dernières années. Le dimanche, à cause de l'affluence, 4 des 7 remontées mécaniques sont fermées pour limiter les risques d'accidents. La plupart des visiteurs viennent en quête d'exotisme pour passer la journée dans un environnement hivernal qu'ils connaissent assez peu. Un exotisme qui ravira également le touriste étranger, peu habitué à voir des mulets remplacer les autobus faisant la navette entre les 2 secteurs du domaine skiable. Le Maroc entend rester un acteur important du monde des sports d'hiver. En mai 2020, Marrakech accueillera le congrès de la Fédération internationale de ski au pied de la chaîne de l'Atlas. Destination préférée des Britanniques depuis plus d'un siècle, la Côte d'Azur abrite toujours une importante communauté anglaise. De Nice à Menton, les plus riches d'entre eux ont laissé leur empreinte, aussi bien dans la culture que dans l'architecture des villes, et pas seulement la célèbre promenade. De tout temps, Nice la Belle a été cosmopolite. Et parmi tous les visiteurs, certains sont restés et ont façonné la ville à leur image. Les Anglais, les Russes et les Italiens. Aujourd'hui, l'empreinte de ces 3 communautés reste gravée dans ses murs et chez ses habitants. Chuck est anglais et il vit à Nice depuis une vingtaine d'années. Dans son métier, il rencontre beaucoup d'étrangers. Il est agent immobilier et vend surtout des biens d'exception, comme cette maison accrochée à la corniche. Les vendeurs sont de richissimes Anglais. Cette villa n'est qu'une résidence secondaire. Depuis plus d'un siècle, les Britanniques se sentent un peu chez eux ici. Il reste un lien avec 1900, avec l'époque fantastique où les Anglais venaient l'hiver. Donc, comme aujourd'hui, on a un climat extraordinaire, puis la vie méditerranéenne. Hein. Ça veut dire qu'on va bien manger, on va bien boire, on va faire tout ce qu'on ne fait pas en Angleterre. Hein. Donc, ça change. Hein. Les Anglais continuent à profiter de la Riviera française, car le charme de la région agit encore sur eux. Entre Nice et Monaco, on entre dans un monde à part. Il y a eu des tournages de James Bond. Avant James Bond, il y a eu des tournages d'Hitchcock. Il y a un peu de Cary Grant.
Et il reste encore ces collines préservées, c'est-à-dire que le coin n'a pas été trop urbanisé. Hein. On est sur la Côte d'Azur, c'est-à-dire que c'est la France, c'est pas la France. Hein. On est dans une espèce de no man's land qui a une identité à elle seule. Hein. Au XIXe siècle, les Anglais s'éprennent de Nice et de son doux climat hivernal. Les Londoniennes doivent jouer du parapluie pour supporter la lumière éclatante de la Côte d'Azur. Ils construisent ici des hôtels, des petites et des grandes folies, et des palais, comme le Regina, qui fut érigé pour accueillir la reine Victoria et les quelques 200 personnes qui l'accompagnaient à chaque séjour. Bref, les Anglais ont en quelque sorte lancé le tourisme ici. Et si l'on en croit Judith Kirali, historienne originaire d'Afrique du Sud, ils ont quasiment tout inventé sur la Côte d'Azur. Les palmiers ne sont pas des plantes indigènes, les palmiers sont venus comme un immigré illégal presque dans les voyages collectionnés par M. Woolfield, qui était un jardinier anglais. Mais ceux qui s'appelaient communément les plumiers, parce que les niçons n'étaient pas très favorables pour les premiers palmiers, sont devenus l'emblème de Nice. Et au bout de chaque rue, la célébrissime promenade des Anglais, dont le nom n'est nullement usurpé. C'est bien un révérend anglais qui la fit construire par les mendiants de la ville contre menu monnaie. La promenade des Anglais est le lieu de rendez-vous du tout Nice et des étrangers. Nice se tourne enfin vers la mer, c'est un coup de génie. Les fins des années 1895-98, la reine Victoria se trouvait à Sémillé, le premier ministre Salisbury était à Beaulieu et le prince héritier Edward était à Cannes. Donc finalement, la Grande-Bretagne était gouvernée de la Côte d'Azur pendant plusieurs semaines. Avec l'essor du tourisme balnéaire, la promenade devient assez vite un rendez-vous incontournable. La Côte d'Azur attire alors les Britanniques les plus riches et les plus influents, à telle enseigne qu'ils oublient parfois de rentrer au pays. Baptisée Notre-Dame d'Afrique, la Vierge de Ceuta veille sur les habitants de l'enclave du même nom, au nord du Maroc. La procession organisée en son honneur chaque année permet à la population d'affirmer son attachement à l'Espagne. Du temps du général Franco, d'aucuns ont d'ailleurs tenté de récupérer son aura au service d'une sombre partie de l'histoire du pays. Sangler ses reins pour éviter une sainte hernie. Ce sont ces jeunes Ceutis qui se glisseront sous le très lourd palanquin de leur Vierge d'Afrique. Et la poseront devant l'église pour une messe de plein air, dite par l'évêque de Cadix, venu pour l'occasion d'outre-détroit de Gibraltar. Ensuite, prendront la parole deux femmes de la bonne société locale, deux dirigeantes de la confrérie de la Vierge de Ceuta, qui s'enorgueillit de compter 1000 membres. Viva la Virgen de África! Viva! Aquí parece ser, yo que sé, que ahí las raíces tiran más, ¿no? Por sentirnos a lo mejor un poco desplazados. Ici, on peut dire qu'on souligne nos racines parce qu'on se sent déplacé vis-à-vis de la péninsule et ça nous renforce dans nos coutumes vis-à-vis de la Vierge. C'est comme je te le dis, montrer qu'on est espagnol pour de bon parce que tu sais qu'on traite Ceuta à part et donc nous, on se donne dans la dévotion, dans le don de nous-mêmes à notre Vierge. Des coups de canon sous le Djebel Moussa, à 2 pas de la frontière du Maroc. Ce samedi, veille des célébrations de la Vierge d'Afrique, la vaste caserne de García Aldave sur les hauteurs de Ceuta et sur son 31. Il y a là des détachements de toutes les unités campées sur ce que la terminologie en vigueur à Madrid nomme le territoire de souveraineté espagnole en Afrique. La Légion, dont il est rappelé à l'entrée du quartier qu'elle fut créée et instruite ici même par les généraux Astrey et Franco. Los Regulares, les troupes indigènes,
rameuté par Franco pour la guerre civile, qu'il remercia en édifiant les 2 grandes mosquées de Ceuta. Ainsi va l'histoire en ce confetti stratégique de l'Empire espagnol. Répétitive, comme la musique de la Légion, qui, le crépuscule tombé sur le détroit, accompagne en procession la Vierge d'Afrique, mère et gouverneur de Ceuta, à titre perpétuel. Merci de votre fidélité à Méditerranéo. À bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.